À cette plateforme principale, nous allons passer désormais à la dernière session concernant la formalisation d'une approche initiative pour pouvoir le facilitateur Gabi Hanthin. Gavin est professeur responsable d'affaires à l'école de commerce. Il aborde toutes les questions des impacts socio-économiques. Il a publié près de 300 articles et autres livres sur ces thématiques-là. Gavin, je vous laisse le micro. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons avoir cette séance sur la formalisation. Par rapport au défi, je vais demander à Yeli Sano de prendre la parole pour le Kenya. Elle est experte environnementaliste sur les questions MSI en matière de sciences et technologies. Sa présentation inclut une vidéo. Nous allons donc lancer la vidéo. Nous passerons par la suite à la présentation. Je suis Timothy Mokosisi, mineur artisanal. Et nous, en tant que mineurs artisanaux et de petite échelle, nous ne sommes pas formalisés parce que nous ne travaillons pas dans un cadre légal. Au sein du comité des mines artisanales du pays, notre travail au sein du comité MC est de conseiller le directeur des mines sur l'autorisation et l'obtention des permis. Nous conseillons également sur les révocations, sur le renouvellement, ainsi que sur la réduction et la limitation des conflits. C'est là qu'est notre rôle, mais nous ne pouvons pas conseiller. Lorsque l'on revient à la loi, le Mining Act de 2016, elle établit clairement qu'on ne peut pas obtenir de permis. Donc, nous avons que l'autorisation d'exploiter des petites parcelles. Si vous n'êtes pas donc normalisé, formalisé, vous ne pouvez pas avoir accès aux services financiers. Vous ne pouvez pas avoir accès aux services financiers par le biais d'institutions financières, par le biais même d'ONG ou toute autre entité ou institution, mais il y a énormément de choses que vous devez prouver et démontrer. Par exemple, dans le secteur minier, vous pouvez constater que la plupart des mineurs n'ont aucun registre. Lorsqu'ils vont s'adresser aux financiers, eh bien, on leur demande tout d'abord leur permis d'exploitation minière artisanale en tant qu'artisan, ce qui leur permet de comprendre que vous êtes donc légalement enregistré dans l'industrie. Mais ceux qui n'ont pas de permis, eh bien, si vous n'avez pas de permis, en gros, vous êtes un mineur inexistant. Donc, si on demande des données de production, eh bien, on ne les a pas. Et si on nous demande à une structure de groupe, eh bien, on ne l'a pas non plus. Si on demande une signature de la part de l'officier en responsable de la mine, eh bien, on ne peut pas l'obtenir. Donc, l'officier, le responsable sait que l'industrie n'est pas formalisée, donc on ne peut pas avoir de prêteur ou de témoin afin de pouvoir obtenir de prêts. Et souvent, le public, la population générale, trouve cela difficile de pouvoir nous faire confiance en comptant un prêt
Et cela, c'est lorsque l'on donne cet argent, lorsque l'on obtient l'argent, bien en fin de compte, on ne peut pas avoir de preuve que cet argent va être bel et bien remboursé. Merci. Je vais parler de la formalisation du secteur ASGM, en particulier au Kenya. Je suis Mayani Saino de Planet Gold, Kenya. Diapo suivante. Donc le Kenya, énormément de zones minières de pétrole, gaz et d'eau. L'extraction est généralement effectuée de façon informelle. Il y a un grand potentiel d'extraction industrielle et au sein de la Constitution kenyane de 2010, il est établi que l'État doit garantir l'exploitation, la gestion, la production et la conservation de l'environnement et des ressources. Et en tant que pays, nous avons la loi Mining Act de 1960 qui établit clairement les questions de développement liées au secteur minier. Et cela concerne l'article 62, 66, 71 de la Constitution qui fournit les lignes directrices en termes de prospection minière, de traitement de tous les filons d'exploitation. Au Kenya, il y a énormément de mineurs artisanaux de petite échelle et il s'agit de leur activité principale leur permettant de survivre. Une diapo suivante. Au Kenya, le plus gros défi en tant mineur artisanal, c'est d'établir, comme ça a été souligné dans la vidéo, d'établir un cadre normatif. Il y a énormément de brèches et certaines questions en termes de législation, les témoins et l'ambiguïté de définir le travail artisanal des mineurs dans le secteur de l'or et leurs droits inhérents du fait de Mining Act de 1960, de la loi donc de 1960. Et nous avons une politique qui n'est pas vraiment claire. La politique est claire, mais l'acte de 1960 reste silencieux quant à certaines questions. Également, le programme et les partenaires impliqués de différents secteurs, le secteur minier, nous essayons de résoudre ces brèches, ces vides juridiques qui existent donc dans cette loi de 1960. Le projet Planet Gold travaille sur la régularisation et la reconnaissance des mineurs du secteur de l'or, mineurs artisanaux à petite échelle dans le secteur de l'or, afin de pouvoir répondre à ces brèches et comment redéfinir l'exploitation minière artisanale à petite échelle. Et la réalité actuelle du secteur minier, eh bien, il existe énormément de disparités qui doivent être considérées par le biais donc du Mining Act 1960. Énormément de synergies également à considérer sur des questions qui ne sont pas claires concernant les lois qui doivent donc être privilégiées par rapport au Mining Act et au Land Act, donc la loi sur les terrains fonciers. Les deux projets sur lesquels nous espérons pouvoir donc souligner certaines questions afin de pouvoir garantir et limiter les disparités et les questions d'injustice dans le secteur minier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Un des défis auxquels nous faisons face en ce qui concerne alors l'extraction minière artisanale à petite échelle dans le secteur de la formalisation est le fait que l'accès aux données reliées alors au domaine géologique est limité.
et au domaine environnemental de même. Alors vraiment, les personnes se sentent chanceuses parce qu'elles sont en train d'explorer et d'exploiter les mines aurifères. Et un des problèmes est le fait que ceci cause un conflit ou des conflits potentiels parce que dans les zones où les miniers artisanaux à petite échelle sont en train d'envahir une certaine zone qui est déjà alors la propriété d'une grande entreprise. Ceci cause un conflit et ceci à cause d'absence de données environnementales et géologique. Et ceci cause aussi une dégradation environnementale parce que un grand nombre alors de ces miniers à petites échelles ne sont pas en train alors de prendre en compte des problèmes environnementaux et géologiques en réalisant leurs activités parce qu'ils essaient de gagner leur vie et ils ne se soucient pas s'ils laissent ces zones ouvertes par exemple, si ces zones ne sont pas propres, etc. Alors, je pense que c'est une lacune vraiment, vraiment complexe. Le projet essaie d'y trouver ou de combler cette lacune, de trouver une solution à ce problème. En outre, ces personnes déploient beaucoup d'efforts, ils prennent beaucoup de temps et ne trouvent pas assez d'or. Et ceci à cause d'absence d'informations géologiques et environnementales. Et en outre, par exemple, il y a des personnes qui travaillent tout au long d'un seul kilomètre, par exemple d'un kilomètre, et utilisent beaucoup d'investissements, or ne génèrent pas des revenus. Et ceci à cause du fait qu'il n'y a pas d'informations. Alors, nous sommes en train de travailler sur des solutions. Nous sommes en train alors nous avons actuellement alors des lignes directrices qui ont été développées et nous avons aussi alors le ministère du pétrole et des mines qui est en train de mettre à jour le cadastre et ceci afin d'ajouter les zones qui n'ont pas été identifiées, ceci pour aider les mineurs artisanaux à petite échelle. Nous sommes en train aussi de mettre à jour les données disponibles, et ceci afin de savoir qui est-ce qui offre ce genre d'informations et comment est-ce que ces mineurs peuvent y avoir accès. L'autre problème est le fait que nous essayons de alors trouver des solutions à l'octroi des permis et des autorisations et nous essayons aussi de travailler sur cela afin d'aider les personnes ou les mineurs qui travaillent dans l'extraction minière artisanale à la petite échelle de l'or. En outre, en ce qui concerne alors les miniers artisanaux et à petite échelle, ils font face alors à un problème d'accès à l'infrastructure fiscale et physique. Dans le cas du Kenya, comme ceci a été indiqué dans notre vidéo, nos communautés de mineurs ne peuvent pas avoir accès alors aux finances formelles ou officielles parce qu'ils n'ont pas d'autorisation, ils n'ont pas de permis et ils n'ont pas par exemple les garants et les moyens qui vont leur permettre d'avoir accès à ces finances. En outre, il y a l'équipement et la technologie qui est vraiment, vraiment limitée dans ce secteur. Dans notre pays, nous sommes un pays qui dépend largement sur l'import de l'équipement, ce qui y impacte l'infrastructure et notamment dans les domaines de l'extraction minière artisanale à petite échelle. Vous trouverez aussi que notre extraction minière est réalisée dans des conditions dangereuses. Et si vous connaissez ce secteur, je pense que vous connaissez qu'il y avait des cas où les mineurs se retrouvaient coincés dans ces tunnels et ils étaient victimes d'effondrements, de chutes, de chutes de murs, excusez-moi, de chutes de pierres, etc. Notamment actuellement lorsque nous sommes dans une saison ou durant une saison où la pluie tombe. Alors voici, ces mineurs se trouvent coincés dans ces pluies, ils sont en danger, etc. Alors en outre, il y a aussi le problème du traitement de l'or. Il y a l'utilisation de produits chimiques comme le cyanure, comme les explosifs
et d'autres produits chimiques. Et toutes ces opérations sont réalisées dans des conditions dangereuses. Et comme vous pouvez le voir, même en ligne, les mineurs n'ont pas alors d'équipement protecteur lorsqu'ils sont exposés à ces explosifs, par exemple, à ces produits chimiques, etc. Parce que il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'installation d'assainissement dans ces zones, etc. Et nous sommes en train de travailler actuellement afin de soutenir la formalisation, afin de s'assurer que ces personnes sont formées, que ces personnes sont informées, afin que ces personnes puissent recevoir des permis, des autorisations, des communautés adéquates pour qu'elles puissent avoir accès à des crédits officiels ou formels. Nous sommes en train aussi de travailler avec des institutions financières afin de développer des outils qui vont être utilisés dans l'extraction minière artisanale à la petite échelle. Et nous sommes en train aussi d'offrir alors des rapports sur les produits qui sont actuellement disponibles sur le marché. Nous sommes en train alors de travailler sur l'amélioration de ce secteur afin que ces mineurs aient accès à plus de financement. En outre, il y a un autre problème et nous essayons de mettre au point des centres de traitement centralisés. Nous essayons alors de diminuer l'utilisation du mercure, par exemple. Le projet est aussi en partenariat avec des institutions comme Solidaridad, entre autres, et ceci afin de former les mineurs pour que ces derniers améliorent leur interaction avec les produits chimiques, et ceci dans le traitement de l'or. Et nous essayons vraiment d'instaurer un environnement sécurisé. Et aussi, nous voudrions nous assurer que les personnes dans ces zones ou autour de ces zones sont en sécurité, ne sont pas exposées à ces polluants. En outre, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement et planifier afin de s'assurer qu'une infrastructure physique adéquate est mise en place dans ces zones. Comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'un exemple de pratique. Voilà, comme vous pouvez le voir, dans cette zone, la communauté des mineurs est en train d'essayer de casser, disons, ces grandes, voilà, ces grands rochers, excusez-moi, ils sont en train d'utiliser des technologies vraiment basiques, comme vous pouvez le voir, et ce sont des marteaux et ils n'ont même pas d'équipement protecteur. En outre, les problèmes structurels, économiques et sociaux ou sociaux, il y a beaucoup alors de problèmes au niveau des rôles attribués au genre, etc. Et nous pouvons voir que les femmes sont en train de faire face à beaucoup d'inégalités dans ce secteur. Il y a un accès limité au financement et aux ressources, et ceci dans la communauté, au sein de la communauté des mineurs. Il n'y a pas de données adéquates sur la technologie alternative. Il y a aussi l'infrastructure physique qui est limitée dans ces zones. Par exemple, si vous avez besoin par exemple d'une connexion à l'alimentation pour utilisation d'une machine ou d'un certain équipement, il n'y a pas cette possibilité. Alors nous sommes en train vraiment de prioriser la formation des femmes et la participation des femmes, notamment au sein de la formalisation, parce que beaucoup de ces efforts doivent être dirigés par les femmes, et en outre le rôle des femmes et la participation des femmes doit être éclairé dans la chaîne d'approvisionnement de l'or. En outre, nous sommes en train de travailler sur la promotion d'opportunités égales. Nous sommes en train de promouvoir des programmes d'émancipation et des sensibilisations sur le rôle des femmes. Et nous sommes en train de le faire avec la Fédération des chambres et nous espérons qu'avec plus de partenaires, nous allons être capables de réaliser l'égalité entre les genres dans le secteur. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en conclusion, comme en ce qui concerne alors la formalisation au Kenya, il doit y avoir plus d'efforts déployés, et ceci afin de centraliser alors la loi minière de 2016. En outre, de formaliser cette loi. En outre, nous devons déployer plus d'efforts pour formaliser notre vision. Nous devons développer une stratégie à long terme de formalisation, et en outre, il doit y avoir des incitations économiques pour la formalisation, pour encourager les investissements et pour promouvoir le traitement de l'or au sein des marchés domestiques, et il faut s'assurer que l'export est réalisé à travers des routes légales et des processus légaux. Il est important que le Kenya vraiment comprenne son potentiel, étant donné que c'est un pays vraiment riche en minéraux, en pétrole et en gaz. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
présentation vraiment excellente qui nous a donné beaucoup d'informations intéressantes sur les défis auxquels vous faites face dans l'Afrique subsaharienne, sur la formalisation alors de l'extraction minière artisanale à petite échelle. Je pense que vous avez vraiment posé les jalons pour les présentations suivantes. Et nous avons alors Wendy Wilson qui va prendre en compte alors les différences entre alors l'extraction minière à grande échelle, à petite échelle en Afrique. Alors Wendy a un master en résolution de conflits dans les sociétés divisées de King's College à Londres et elle a aussi une licence en sciences politiques de l'Université de Virginie. Actuellement, elle est gestionnaire de programme senior chez Fund for Peace. Merci beaucoup, Gavin. Alors, je vais commencer par une vidéo afin de m'assurer... Oh, excusez-moi, je vais partager... Alors, je vais mettre fin à ma vidéo associée afin que vous puissiez m'écouter. Alors, je vais aujourd'hui faire une présentation sur la mitigation des risques de conflit associés dans les secteurs de l'EMAP en nous focalisant sur l'alerte précoce et la réponse précoce. Alors, au sein de Fund for Peace, qui est l'organisation que je représente, nous sommes une organisation non gouvernementale internationale qui se focalise sur le développement d'outils et de méthodologies pratiques pour adresser les problèmes de conflit, la fragilité des États et la sécurité et les droits de l'homme. Et afin de réaliser ces objectifs, nos projets peuvent être catégorisés ou peuvent être répartis en trois. Alors, en trois, premièrement, alors l'alerte préalable des conflits et la consolidation de la paix, la résilience des États, la fragilité des États et les pratiques commerciales responsables. Sur ce que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Alors, nous sommes en train d'aider les entreprises, et ceci en les évaluant, en les conseillant et en améliorant leurs pratiques, notamment en ce qui concerne l'observation des droits de l'homme. Et nous sommes, entre autres, en train actuellement de mettre en œuvre un projet de réduction d'utilisation du mercure qui est financé par le département de l'État au Ghana, qui est intitulé l'engagement essentiel et l'amélioration alors des pratiques dans l'extraction minière artisanale à petites échelles. Alors, nous l'appelons Reclaim ASGM. Alors, ce projet Reclaims ASGM, comme je l'ai déjà indiqué, est en train de travailler sur la réduction de l'utilisation du mercure dans le secteur de l'EMAP au Ghana. Il travaille aussi sur l'amélioration des capacités pour améliorer alors la coordination sur l'ordre du jour de l'EMAP dans le pays. Il y a trois objectifs principaux pour ce projet. En premier, nous avons l'objectif qui se focalise sur le niveau opérationnel et sur le contexte local. Nous avons un autre objectif qui se focalise sur le niveau régional et national. Alors, l'objectif 1, nous travaillons sur les communautés locales et ceci afin de promouvoir leurs capacités et de les sensibiliser sur l'utilisation du mercure. En outre, nous sommes en train de promouvoir leur capacité afin qu'elles puissent utiliser des alternatives à l'utilisation du mercure dans les secteurs de l'EMAP. Nous avons des activités, par exemple des formations techniques sur des technologies nouvelles, l'engagement des communautés sur et leur sensibilisation sur l'utilisation néfaste du mercure, entre autres. En ce qui concerne le deuxième objectif, nous sommes en train de travailler afin d'améliorer l'engagement multiparti des parties multiples au niveau national et régional et améliorer la coordination interagences sur les réformes du secteur de l'EMAP. Ceci inclut des activités qui se focalisent sur le regroupement des parties prenantes dans le secteur de la réforme de l'EMAP afin de discuter à propos de la coordination et de la promotion de cet ordre du jour, de cet agenda. En outre, nous avons des partenaires
partenariats bilatéraux entre ou avec les entités multiples dans la région, et ceci afin de discuter, de mettre en œuvre et de développer un domaine de pratique qui se focalise sur la réduction du mercure et de mitiguer alors le flux du mercure. En outre, le troisième objectif, qui est l'objectif essentiel d'aujourd'hui, qui va être la focalisation de ma présentation d'aujourd'hui, et permettez-moi de dire que c'est un objectif nouveau ou que nous sommes en train de lancer actuellement. Alors voilà, d'après cet objectif, nous améliorerons la mitigation à l'heure des risques de conflit et travaillons sur une alerte précoce et une réponse précoce en ce qui concerne ou dans le secteur de l'EMAP dans la région. Alors il y a le dialogue, il y a la consolidation des capacités sur la réponse et l'alerte préalable et les dialogues intercommunautaires. Diapo suivante. Lorsque nous parlons à propos du conflit dans le secteur de l'EMAP et d'après l'expérience de FFP, Fund for Peace, un des problèmes dans le secteur est le fait qu'il y a des fonctions ou des compétitions en ce qui concerne l'utilisation ou les fonctions de l'utilisation du terrain. Par exemple, il y a des problèmes entre les praticiens de l'EMAP et les grandes entreprises minières ou entre les praticiens de l'EMAP et les fermiers. Alors, permettez-moi de le dire que les miniers ou les praticiens de l'EMAP font face aussi à des problèmes causés par la dégradation des terrains et malgré le fait qu'ils sont en train Et malgré ces problèmes-là, il y a en outre la limitation et l'absence de terrain sain. En outre, ceci promeut la compétition autour du terrain dans le pays. En outre, le risque est causé à cause alors de la superposition des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les éléments et les problèmes de l'EMAP. Alors, dans ce secteur-là, il y a des structures réglementaires parallèles. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que nous avons des réglementations au niveau national et ces réglementations sont en train d'être mises en œuvre par le gouvernement. Or, nous avons aussi un système réglementaire traditionnel et ce dernier reste très important dans notre pays. Alors, majoritairement, ces deux structures parallèles et le fait qu'il n'y a pas de compréhension claire sur le rôle de ces structures cause des conflits et des problèmes, et ceci dans le secteur de l'EMAP. Et un autre problème ou un autre conflit est causé par les préjugés. Alors, causé par les autorités traditionnelles et par d'autres autorités légales ou statutaires. Alors que nous déployons des efforts durant les premières étapes de ce projet, nous avions eu des conversations avec les multiples parties prenantes, et ceci afin de comprendre le contexte de ce projet. En outre, nous avons informé nos équipes afin de connaître quels sont les problèmes et quels sont les défis auxquels nous allons faire face, et ceux qui vont freiner la mise en œuvre de notre projet et la réalisation de nos objectifs. Beaucoup de ces parties prenantes, la priorisation de cela par les autorités ou les agences étatiques a été mentionnée. En outre, beaucoup de parties prenantes et de personnes qui ont été avec lesquelles nous avons discuté ont mentionné ces problèmes et les demandes de grandes entreprises minières sont approuvées sans à leur diligence raisonnable, sans informer les autres communautés et sans recevoir les permis ou les autorisations qui sont nécessaires depuis les communautés. Alors voilà le problème, ou des communautés. Voilà le problème. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors en parlant des risques dans ce secteur, il y a un nombre de profils que nous devons
prendre en compte, que nous devons reconnaître. Je sais que les tendances se focalisent beaucoup sur voilà, le profil entre les praticiens ou entre les miniers artisans et à petite échelle et entre les grandes entreprises, ce qui est très bien. Or, mettre l'accent seulement ou exclusivement sur un de ces profils signifie que nous sommes en train de perdre beaucoup de facteurs contextuels et structurels qui sont essentiels et ceci peut vraiment impacter les mesures et les réponses qui doivent être appliquées dans le cas de quelconque défi ou quelconque menace. Alors, premièrement, il y a les profils entre les communautés et les praticiens. Alors, de l'extraction minière artisanale à petite échelle, par exemple, nous pouvons nous focaliser sur les fonctions de l'utilisation du terrain. Comme je l'ai déjà mentionné avant, alors cette compétition dans l'utilisation du terrain, ceci peut inclure alors des éléments comme la dégradation du terrain et comment ceci peut infecter ou affecter un fermier ou un pêcheur et enfreindre, par exemple, sa possibilité de générer des revenus, de gagner sa vie. En outre, il y a la transparence qui est un problème. Comment est-ce que ce revenu est-il généré? Et ceci après les opérations d'extraction minière artisanale pour le bien-être des communautés. Et ceci est relié, bien entendu, à la responsabilité la responsabilité des entreprises ou sociale des entreprises. À l'heure de nos recherches, nous avons trouvé qu'un des problèmes essentiels, qu'une des frustrations essentielles était le fait, au sein de ces communautés, était le fait qu'un praticien qui a obtenu un permis a fait beaucoup de travail ou a complété beaucoup de travail. Or, il n'y avait pas beaucoup de travail sur le CSR. Alors, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous sommes assurés que les membres de la communauté et l'entité alors minière dans le site ou sur le site étaient vraiment informés des attentes de l'autre partie, disons. Peut-être qu'il n'y avait pas d'attente en ce qui concerne le travail CSR, mais après l'expérience des membres des communautés, ce qu'ils ont vu dans le pays en entier, ils ont considéré que c'est la responsabilité alors des petits miniers ou des miniers à petite échelle, voilà, de réaliser ces activités. Alors, continuons. Nous avons ASGM et ASGM, ou les maps et les maps. Primordialement, d'après notre expérience, ce sont des problèmes qui sont reliés alors aux activités de ces communautés. En outre, nous avons alors les maps et l'LSM et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle à cet égard, par exemple l'empiètement ou l'invasion, la compétition sur les ressources et en outre il y a les intérêts qui peuvent causer un problème. En outre, un des profils que nous avons trouvé et qui n'est pas vraiment éclairé, disons, alors le profil entre les communautés hautes et les communautés migrantes. Alors, lorsque une concession est découverte, vous trouvez que les personnes migrent vers ce terrain et ceci afin de pouvoir exercer des activités d'extraction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette compétition pour les ressources. Alors les communautés hautes sont convaincues, voilà, que nous avons vécu sur ces terres pour des années et des années. Alors voilà, ils doivent être les premiers à avoir le droit de manipuler, d'extraire ou de pratiquer des activités d'extraction sur ce terrain. Ceci est relié aussi à la perturbation du statu quo. Alors, quel est le statut des communautés hautes? Comment est-ce que ces communautés prennent en compte le fait qu'il y a de nouvelles personnes qui ont maintenant accès à ces terrains? Et en outre, nous avons des problèmes qui se concentrent sur
sur l'amplification alors de l'exploitation sexuelle et des accidents ou des incidents de violence basés sur le genre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Parlons maintenant à propos de l'alerte précoce et de la réponse précoce. Alors, lorsque nous parlons de l'alerte précoce et de la réponse précoce, nous parlons du processus d'identification, d'analyse des tendances du conflit et d'informer les autorités qui travaillent sur la prise de décision, et ceci afin que les réponses puissent être lancées d'une manière adéquate et rapidement pour mettre fin au conflit. Alors, afin que ces interventions soient efficace, comme je l'ai déjà mentionné, il est vraiment crucial que nous adressions les causes clés de ce conflit. Comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes actuellement en train de travailler sur cela, et ceci en prenant en compte l'objectif 3 de notre Reclaims Program. Alors voilà, nous sommes en train de lancer cette réponse, disons. Or, nous avons beaucoup d'expérience à cet égard. Nous avons lancé une alerte précoce et une réponse précoce dans beaucoup de projets, au sein de beaucoup de projets. Alors, permettez-moi de parler premièrement à propos de l'approche et comment nous pouvons lier cette approche au secteur de l'EMAP pour que ceci soit pertinent pour nos participants d'aujourd'hui. Alors, le premier principe pour le FFP, lorsque nous parlons alors de l'alerte précoce et de la réponse précoce, le système alors de cette alerte et de cette réponse précoce doit être basé sur les données. Alors, nous avons beaucoup de données quantitatives qui permettent l'établissement de tendances et de schémas, et bien entendu, nous identifions aussi les éléments à risque ou les points chauds. En outre, nous avons les données qualitatives qui sont intégrées et qui valident les résultats qui ont été trouvés en prenant en compte les données quantitatives et toutes les recherches qui ont été faites. Alors, nous pouvons prendre en compte les évaluations, les observations et les entretiens. Nous avons aussi alors ce qu'on appelle le GIS, le système d'information géographique, et les données événementielles qui vraiment complètent les données quantitatives et qualitatives que j'ai déjà mentionnées et qui permettent la visualisation des relations, des schémas et des tendances et qui aident à identifier les points chauds afin d'aider à déterminer comment les risques des conflits sont devenus pertinents. Alors, si vous regardez cette carte qui est sur la droite de votre écran, alors de mon écran, peut-être que c'est la gauche du vôtre, nous avons alors une carte du Ghana qui nous montre les incidents, les protestations et le vandalisme, comme vous pouvez le voir, et qui sont reliés alors aux activités d'extraction de l'or, du sel et du bauxite. Comme vous pouvez le voir dans la région de Kumasi, vous pouvez voir la couleur verte qui montre le niveau d'intensité du vandalisme et des protestations. Si nous avions alors la couleur rouge dans une de ces zones, ceci signifie que c'est une zone à risque très haut, et ceci en matière de protestation et de vandalisme. En outre, en ce qui concerne le principe basé ou axé sur les données, nous avons alors ce qu'on appelle un SNA, Stakeholder Network Analysis, l'analyse du réseau des parties prenantes. Nous utilisons ce réseau ou cette analyse afin de voir où il y a par exemple des sphères d'influence, des capitales ou des capitaux sociaux qui peuvent être utilisés à des fins de réponse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette diapositive, essentiellement, est une autre visualisation de l'autre diapositive. Comme vous pouvez le voir, elle nous montre le changement et les risques des conflits et du vandalisme depuis 2010 jusqu'à 2021. Comme vous pouvez le voir, en 2021, il n'y avait pas d'incidents qui ont été enregistrés, mais ceci ne signifie pas qu'il n'y en avait pas.
sur le terrain. Peut-être que le système n'était pas encore mis en œuvre en ce moment donné ou qu'il y avait des problèmes en ce qui concerne le rapport ou le reportage de ces incidents. Comme vous pouvez le voir, en 2020, dans la région d'Ashanti, il y avait un très haut nombre de protestations, de vandalisme et d'incidents qui sont reliés à leur à l'extraction de la bauxite, du sel, de l'or et du sable. Voici une autre visualisation de ces risques en utilisant les données quantitatives. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour le principe donc, numéro 2, il s'agit de relier les avertissements précoces aux mesures d'urgence précoces avec un système donc d'avertissement précoce afin de nous assurer que nous pouvons mettre en œuvre une réponse efficace. Et également, nous devons nous assurer que le système de réponse a été mis en œuvre et développé de façon adéquate. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que nous allons devoir conclure la présentation parce que le temps nous manque. Nous allons malheureusement devoir passer au prochain présentateur puisque le temps nous manque vraiment. Nous sommes déjà en retard. Merci en tout cas pour cette présentation, tous ces éléments que vous nous avez partagés concernant la réalité dans votre pays. Énormément de pays en Afrique également. Je pense que ce sont des visions particulièrement intéressantes et des présentations de données pertinentes. Nous allons passer maintenant à Cassie Hoffman qui contribue elle est titulaire d'une maîtrise en politique environnementale. Elle nous parlera de l'intégration dans certains de ces secteurs. Cassie, je vous laisse le micro. Merci, Gavin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour depuis le Pérou. Donc, je suis Cassie Hoffman. Et comme Gavin l'a mentionné, donc je travaille pour le Measureless Labs. Nous travaillons sur le projet Amazonie en matière d'innovation du secteur minier. Je voudrais remercier Planet Gold et l'équipe pour l'invitation. Nous sommes une entreprise de technologie et d'innovation basée à Washington. Je travaille pour participer à la création d'un soutien en matière d'environnemental et tous les défis environnementaux qui nous font face, que nous devons gérer. Nous voulons entrer en concurrence sur le marché et répondre à des problèmes aussi bien du secteur privé que du secteur public. Toutes les questions liées au plastique, à la protection des espèces, à la crise climatique actuelle et automatiquement toutes les idées et solutions transversales en matière de technologie et de produits à l'échelle mondiale pour faire face à ces défis de taille. Diapo suivante. Donc en 2019, là, nous avons commencé à répondre à des concours en matière d'innovation pour les exploitations minières artisanales à petite échelle. Nous avons considéré l'ensemble des questions liées donc au traitement des pollutions, prévention de la pollution. Et la première phase de la concurrence était en octobre 2020, un montant de 700 000 $ pour pouvoir faire face et apporter des éléments de réponse, répondre au système de capture et d'enregistrement. La deuxième étape de la compétition, de la concurrence du concours, justement, se concentrer sur les petites exploitations minières aurifères à petite échelle artisanale. Et diapo suivante. Diapo suivante, merci. Donc, je voudrais parler
des approches d'innovation beaucoup plus ouvertes et des différentes opportunités dans les secteurs tels que les secteurs miniers, donc à petite échelle. Et certaines des caractéristiques au cours de ce concours pour la zone Amazonie représentaient une opportunité de pouvoir amener des financements, de nouveaux types de financements qui pourraient permettre un intérêt direct en termes de questions environnementales et tirer bénéfice donc de davantage de responsabilité du secteur INSM. Cette compétition a trois piliers. Le premier, c'est l'écosystème pour lequel nous devons encourager la prise de conscience et l'engagement des artisans du secteur minier à petite échelle, optimiser les réponses sur la chaîne d'approvisionnement, également promouvoir une formalisation durable grâce à l'utilisation de services et produits durables, la gouvernance et également de nouveaux partenaires encourageant ces différents processus. Concernant le concours en soi, il y a deux bases considérées, notamment des solutions basées sur les applications papier. L'ensemble de ce concours concernait l'évaluation, développement également additionnel et démontrer que les solutions testées sur le terrain dans une période de 6 mois étaient tout à fait viables pour mettre en œuvre de nouvelles performances. Au cours de cette période d'essai, nous sommes impliqués par le biais d'un programme d'accélération avec un laboratoire de coopération à l'échelle de l'Amazonie. Certaines caractéristiques concernant notre mise en concurrence et nous avons promu la possibilité d'acquérir de nouvelles solutions et également définir certains des effets leviers absolument essentiels pour dégager de nouvelles opportunités pour de nouvelles solutions, aussi bien technologiques qu'en termes de produits, et des buts aspirationnels afin de pouvoir parvenir aux résultats et objectifs propres à ce concours par les moyens impartis et inspirer les personnes par le biais également de nouvelles expériences sur le terrain, des équipes déployées sur le terrain, afin de pouvoir donc parvenir à la réalisation de ces objectifs. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'un appel mondial pour la recherche de nouveaux talents et de nouveaux décideurs, généralement de façon la plus respectueuse. Nous parlons donc de suspects habituels, pour le dire ainsi, et de personnes qui ont tous les savoir-faire en la matière dans le secteur pour pouvoir donc dégager de nouvelles opportunités au sein de l'équipe. Également des experts et des praticiens sur le terrain, sur les espaces de gestion afin de pouvoir apporter des solutions et des technologies dans les différents secteurs. Dans le secteur des déchets de traitement de l'eau ou d'autres industries d'extraction en présentant de nouvelles technologies dans l'espace ASM et en espérant pouvoir opérer une transition géographique dans de nouveaux espaces. Cela permet de rassembler les différents groupes pour pouvoir développer de nouvelles opportunités en termes de coopération et d'échange d'expertise. Diapo suivante. Comme je l'ai dit, nous allons annoncer les finalistes donc, de notre défi. Nous avons des idées et solutions que nous avons privilégiées.
différents angles pour pouvoir répondre à cette problématique que nous abordons, pour pouvoir donc travailler, considérer l'environnement sur les différentes formulations, développer des produits, des outils et des services afin de compléter tout le travail déjà effectué sur le terrain en matière de législation, d'application du cadre légal, et bien d'autres aspects à considérer pour faire face à ces problèmes et des composantes spécifiques au secteur. D'autres diapos suivantes. Une autre composante de cette approche innovative est vraiment de rassembler un ensemble de partenaires uniques, et différents experts, et clients, consommateurs et investisseurs. L'idée est vraiment que nous pouvons créer, nous pouvons vraiment faire en sorte de connecter les utilisateurs, les consommateurs par le biais de ces ressources et continuer de fournir des solutions après l'issue du concours. Et ils sont tout à fait disponibles et disposés à pouvoir soutenir donc les gagnants de ce concours. Diapo suivante. Une composante importante également concernant le récit de tout cela, c'est en matière d'innovation lorsque l'on parle de défis, puisque dernièrement l'innovation concerne l'expérimentation et souvent de pouvoir promouvoir ces innovations à base de solutions, présenter de nouvelles opportunités pour développer une meilleure équipe et attirer de nouvelles tendances, de nouveaux talents et de nouvelles agences potentielles en termes de financement. Diapo suivante. En dernier lieu, je voudrais dire que nous essayons vraiment de développer les produits superchargeurs ainsi que les engrais. Et à Synovate, notre activité telle que la validation des technologies présentes sur le terrain au bénéfice des clients, c'est parfaitement compréhensible et cela peut avoir un impact environnemental et social conséquent. Et une partie de ce prix et de test sur le terrain est vraiment d'encourager les activités afin de pouvoir garantir le meilleur des succès. Diapo suivante. Pour résumer, comme je l'ai dit, je suis venu ici pour parler de cette approche et pas forcément spécifiquement sur une application technologique ou un cadre juridique. Un des grands modèles en termes de défis, c'est que cela nous donne l'opportunité vraiment d'être très optimiste et d'être un secteur technologique particulièrement exigeant et rude. Et je prends cette approche également avec mon portfolio afin de pouvoir répondre à certains complexes particulièrement délicats sous divers angles. Il y a différentes équipes d'innovation dans le monde entier qui combinent leurs travaux avec une coalition en partenariat avec d'autres partenaires et nous essayons dans ce défi de l'Amazonie avec les équipes régionales fortement expérimentées. Nous voulons amener de nouveaux experts et praticiens depuis l'international afin de pouvoir créer de nouvelles opportunités. Diapo suivante. Pour conclure, je dirais que quiconque veut en savoir davantage et suivre nos défis, eh bien, vous pouvez nous présenter donc ça conceptionlabs.org
Vous avez les différents contacts ici et être donc nos partenaires. Merci beaucoup, Cassie, pour votre présentation très succincte et efficace néanmoins concernant vos objectifs. Donc, certains des défis principaux concernent l'innovation dans ce secteur. Passons maintenant au dernier présentateur. Il s'agit d'une vidéo. Il s'agit de John Buchanan, qui va nous parler des différents rôles en termes de conservation concernant l'agriculture et l'alimentation, et une chaîne d'approvisionnement durable. Et immédiatement après, nous parlerons de la présentation de John. Bonjour, je suis John Buchanan, je suis vice-président de Conservation International. Nous sommes ravis de pouvoir affirmer que nous sommes en phase 2 de l'application de notre programme concernant l'approche du paysage juridictionnel, concernant l'ISGM, la formalisation ISGM. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la contribution de nos expériences au niveau national et les provisions de ressources. Pourquoi une autre approche? Pourquoi avons-nous besoin d'une autre approche? Je pense que toute l'expérience tirée du secteur de l'agriculture en termes de durabilité de la chaîne d'approvisionnement agricole depuis 20-30 ans, bien nous savons à quel point cela est important pour participer au changement de paysage et en termes de lutte contre la déforestation. Premièrement, notre approche en termes de certification, nous travaillons directement avec les chaînes d'approvisionnement et c'est ainsi que nous pouvons insérer la question de la gouvernance en considérant les thématiques de gestion des paysages, et c'est ce que nous pensons pour cette approche juridique. Nous pouvons participer de bien des manières dans différents secteurs. Je vais en parler principalement depuis les ressources juridiques, et c'est vraiment une approche par laquelle nous apprenons énormément du fait des leçons tirées tout au long des différents projets mis en œuvre, avec nos unités d'administration également, qui ont autorité pour la gestion des terrains, et du point de vue du secteur privé également, qui complète les efforts de sourçage habituels plus traditionnels, où les entreprises qui nous suivent et qui se concentrent sur certaines régions et certaines juridictions du fait de certains critères. Par ce faire, le projet de juridiction combine des mesures incitatives pour les producteurs et pour les gouvernements et amène finalement le gouvernement à ouvrir les yeux sur les petites échelles et les investissements réalisés par certaines entreprises pour garantir et incentiver le gouvernement pour procéder à ces changements de façon plus rapide, et mettre en œuvre donc ces initiatives. Deux approches juridictionnelles ici essentielles sur la plateforme, avec une plateforme multisectorielle impliquant le gouvernement, le secteur privé, la société publique également, afin de pouvoir s'accorder sur des priorités et des défis qui doivent être résolus. Cette vision et un plan pour pouvoir répondre à tous ces défis et un système clair de monitoring, de suivi et d'établissement de rapports. L'idée derrière cette approche juridictionnelle concernant les ressources est vraiment
de modifier le paradigme du gouvernement en se basant sur le fait que les juridictions travaillent bien contre les systèmes de durabilité et les investisseurs de ressources sont les mêmes juridictions qui agissent pour les investisseurs pour des projets alignés avec les priorités gouvernementales et qui génèrent peut-être davantage de retours sur le temps. Donc, en créant une façon pour le gouvernement de promouvoir la gouvernance et les incitatives, de les mettre au centre de l'action pour garantir de meilleures performances, c'est ce qui attire encore davantage les investisseurs pour pouvoir participer pleinement au développement durable. Alors c'est ici du point de vue de l'approche du point de vue de la juridiction complète la gestion de la chaîne d'approvisionnement classique et c'est une manière également de pouvoir bénéficier à plus grande échelle de la gestion des paysages et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement plus généralement. Il y a de gros défis auxquels nous devons faire face par le biais des ressources principales et des matières premières, mais pour l'approche juridictionnelle qui nous permet d'inclure de petits producteurs, très petits producteurs, afin de leur parler, de sensibiliser sur ces initiatives et ces programmes. Alors, théoriquement, ils sont sensibilisés, mais il y a vraiment une grande présence gouvernementale sur ces petits exploitants dans leur capacité à s'engager dans les paysages, la question de la gestion de l'eau également. C'est une manière de présenter différentes ressources. Les entreprises ont du mal souvent à bien se comprendre sur la gestion de leur paysage. Quelques défis et approches délicates en termes de déforestation, faire face à la complexité des défis sous ma crédibilité, d'autres initiatives, une participation essentielle au niveau du gouvernement dans la modification de leurs priorités. Est-ce que l'on peut également mettre au défi ces différentes incitations dirigées spécifiquement à certains acteurs, certains duos en matière d'échelonnage et d'évolution de gestion des territoires? Un exemple d'initiative de fusion de juridiction entre Nord Sumatra et Aceh qui cherche une production agricole durable, beaucoup plus fiable et la conservation des habitats et des ressources. L'effort n'a de cesse de croître. Des aspects sociaux également et le genre du CSR avec des acteurs clairs afin de nous focaliser sur la région et reconnaître que deux défis ont été difficiles à effectuer et à considérer. La communication nous a manqué par le passé. Nous devons absolument relier ces différentes initiatives. Donc le CSL est une plateforme qui joue un rôle pour essayer de fournir cette plateforme donc basée sur les plantes pour promouvoir ces initiatives et faire participer les acteurs autant que possible. C'est vraiment ce que recherche la société, de créer un espace et un réseau pour pouvoir échanger, partager sur les connaissances dans ces endroits-là afin de mieux
garantir les financements en fonction des ressources. Il y a un réseau de partenaires. On n'essaie pas de tout faire, mais en tout cas, on essaie de vraiment soutenir l'ensemble de nos partenaires dans leurs efforts de mise en œuvre de ces économies d'échelle. Nous essayons de créer des ateliers également qui représentent des opportunités pour reformuler, refaçonner les initiatives grâce aux progrès initiaux effectués, grâce à la levée de fonds. Et nous allons vous partager des détails à l'avenir, mais le partenaire de l'organisation sur ce réseau participe pleinement à l'ensemble de ces progrès développés et participe aux efforts de restauration. Et encore une fois, énormément de ressources sont disponibles en ligne et je vous envisagerai à travailler dans cet aspect. Il y a une grande liste de partenaires et de nouveaux efforts fournis. Donc merci beaucoup pour vos efforts et la considération à l'égard de nos partenaires. Merci infiniment. Très bien, fantastique. Donc cela conclut cette session d'aujourd'hui du fait du temps. Nous avions quelques questions partagées dans le chat. Nous allons rapidement les prendre et je vous demanderai d'y répondre individuellement, mais d'y répondre évidemment hors ligne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session et de nous avoir écoutés. Je me retourne vers Abiel. Et encore une fois, concernant toutes ces questions, nous y répondrons, soyez-en sûrs, nous y répondrons donc hors ligne. Merci. Pour cette dernière session de la journée. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Nous concluons ainsi notre première journée. Je voudrais à nouveau exprimer nos appréciations à l'ensemble de nos experts, facilitateurs, membres des panels et toutes les personnes qui ont assisté à ces différentes sessions. Et avec vos contributions actives et votre engagement, c'est ainsi que nous pouvons échanger et apprendre. Nous concluons nos différents panels. J'ai hâte de revenir et travailler dès demain. Nous parlerons des mineurs. Rappelez-vous le hashtag #Gold Forum. Nous sommes une plateforme de réseaux sociaux pour sensibiliser et nous rejoindre notre engagement au bénéfice de cette plateforme. Nous vous souhaitons une excellente journée et pour celles et ceux pour lesquels il est déjà tard, bien passez une excellente soirée. Nous nous retrouvons demain. Merci infiniment. Au revoir.